Une image qui résume à elle seule l'information du jour. Depuis ce lundi matin, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur, sauf dans les transports en commun et les établissements de santé. Dans les entreprises comme ici chez Berjac, fabricant de vêtements professionnels à Dogneuville, les salariés, s'ils le souhaitent, peuvent donc enfin travailler de nouveau à visage découvert. Et la direction n'a pas eu besoin de beaucoup communiquer sur le sujet. J'ai bien vu que tout le monde avait bien compris qu'on pouvait l'enlever, puisque à l'arrivée dans l'entreprise ce matin, j'ai pu constater que personne n'avait de masque, même pas en bandoulière autour du cou. Donc je pense que tout le monde a bien compris qu'on arrivait sur une deuxième partie de vie et qui était la vie d'avant. Alors on espère que ça va durer. Ah, moi, si je pars faire mes courses dans les supermarchés, je remets le masque sans problème. Mais autrement, dans la nature, ici on est assez éloignés les unes des autres, il n'y a pas de souci, je peux l'enlever, mais s'il y a beaucoup de monde, je le remettrai sans problème. Ouais. Et sur les masques chez Berjac, on en connaît un rayon puisque l'entreprise vosgienne a été l'une des premières en France à en fabriquer pour répondre aux besoins dès le premier confinement. Environ 400 000 en seulement 6 mois. Dans les administrations et les services accueillants du public, le port du masque n'est plus obligatoire non plus, même si ce lundi matin, dans les couloirs de la mairie d'Épinal, tout le monde n'avait pas encore reçu l'information. Je vais l'enlever devant vous du coup. Hop. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça fait du bien, on peut respirer au moins. Puis, je vois qu'il n'était pas très propre au fond de ma poche, donc c'est pas mal. C'est quoi, c'est une sorte de délivrance là, quand même ? Ouais, ça fait du bien, on peut respirer tranquillement, donc c'est plus sympa même pour voir les gens, discuter, voir les visages, les sourires, c'est plus appréciable pour tout le monde. Monsieur, bonjour. Il y a encore pas mal de gens quand même qui l'ont. Moi, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait des gens que j'ai eus ce matin, la plupart avaient gardé le masque. Je viens de sortir d'un festival qu'on a organisé avec plusieurs bénévoles sur Place aux Jeux, qui a eu lieu ce week-end. Donc, par précaution, étant donné qu'il y a énormément de monde, on préfère prendre la précaution pour protéger les autres aussi. Déjà, je travaille en maison de retraite, donc je pense que déjà par respect envers les résidents et mes collègues, et comme dans les milieux hospitaliers, il est toujours obligatoire. Donc, je le garde aussi dans les lieux publics. Même moi, d'ailleurs, ça me fait bizarre de ne pas l'avoir et j'ai tendance à vouloir le remettre dès que je me lève pour me promener dans le service quand je dois aller voir mes collègues. En fait, j'ai le réflexe de remettre mon masque. Un réflexe ou la volonté de continuer à se protéger. S'il n'est plus obligatoire, le port du masque est toujours conseillé. Certains salariés du bureau Information Jeunesse à Épinal tiennent d'ailleurs toujours à le porter. Mais la règle absolue, ici comme ailleurs, c'est le respect des gestes barrières. Alors, il reste quand même les gestes barrières à appliquer. Le virus est bien quand même toujours présent. Ça, il faut bien qu'on l'ait à l'esprit. Et ça, je pense que les gens en sont conscients. Ils respectent les distances et ils prennent le gel hydroalcoolique facilement. Et ce sont peut-être eux les plus heureux, les élèves enfin débarrassés, au moins pour le moment, de ce masque qu'ils ont longtemps subi en classe et dans la cour. Franchement, ça fait du bien, on n'arrivait pas trop à respirer avec ça, donc là, ça fait du bien, franchement. Ça fait bizarre de voir les gens sans masque, surtout les profs. Est-ce que vous respectiez bien jusque-là ? Est-ce que c'était compliqué à gérer ? Comment vous faisiez ? Franchement, pas trop. C'était un peu compliqué parce que ça nous gênait un peu avec la communication, donc là, c'est mieux sans. Puis même les profs, on avait du mal à les garder, puis ils nous disaient tout le temps de les remettre. Je l'avais jamais. Franchement, je l'avais toujours en dessous du nez, tout ça. Quoi qu'il en soit, la question ne se pose plus, en tout cas jusqu'à un éventuel nouveau pic épidémique. Les taux d'incidence sont encore élevés et la prudence, bien sûr, reste de mise. Le premier grand rendez-vous du Festival des Vagabondes, c'est avec Sofiane Saïdi, cet auteur, compositeur et interprète nourri de rail, de soul, de rock et d'électro. Associé à d'autres artistes, il a présenté son nouveau spectacle, le Cabaret de l'espace. J'ai imaginé que dans d'autres systèmes solaires, on va dire, il y a exactement la même terre que chez nous. Par contre, eux, là-bas, ils parlent toutes les langues. Et ils peuvent décider d'être ce qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment une restriction comme il peut y avoir sur Terre chez nous, de religion ou de langue ou de culture. Et eux, ils ne se font pas la guerre. Et donc, le Cabaret de l'espace, c'est tous ces artistes qui viennent de là-bas, qui débarquent sur Terre et qui sont un peu étonnés de notre comportement, nous, terriens. Et ils arrivent comme ça avec une sorte de petite lettre et un message à nous transmettre, un genre de message de sérénité, de paix.
Tout au long du festival, le public va pouvoir découvrir de nombreux artistes qui travaillent sur la notion de frontière, parfois symbolique, comme au travers de cette installation de Stanza. Cette ville numérique en constante évolution amène à réfléchir sur la place des technologies dans la société. Le festival fête ses 10 ans d'existence et cette année, l'ADN des Vagamondes évolue. Alors c'est un festival qui est né, Festival des Cultures du Sud à une époque, donc on va garder un petit peu cette sensation-là, mais je le fais évoluer tout doucement vers un festival qui traite de la question des frontières. Alors, à titre d'exemple, le début et la fin du festival vont être marqués par 2 rencontres d'artistes venus d'univers très différents, donc qui abattent les frontières en se rencontrant, en travaillant ensemble sur scène. Clairement, c'est un festival qui travaille sur la question des frontières, d'abattre les frontières. Or, il y a 2 frontières qui viennent de tomber, la frontière du masque et la frontière du pass sanitaire. Donc enfin, revenir au théâtre, aller au spectacle, ça devient quelque chose de simple, naturel. Donc vraiment, on laisse la période Covid derrière nous. On espère que ça va continuer comme ça, mais c'est une vraie chance de pouvoir ouvrir le festival dans ces conditions. Une exposition de Smith est également à découvrir à la Filature depuis mardi et jusqu'au 7 mai. Les corps et les visages de ces photographies interrogent sur les codes des genres établis et les normes de la perception. Depuis le 28 février, une vingtaine de techniciens ont pris possession de la Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière pour installer les décors du diptyque de Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires. Après plusieurs villes visitées, la ville de Troyes a été sélectionnée pour son âme médiévale. Troyes a la particularité vraiment d'avoir ces maisons à pans de bois, ces rues pavées, ces patines. À certains endroits, on a des quartiers, on y est presque. Il n'y a plus grand chose à faire en fait pour donner à ces rues la patine du 17e qu'on veut lui donner dans le cadre de ce tournage des Trois Mousquetaires. Les décors d'un film d'époque demandent de l'ingéniosité pour cacher les éléments modernes présents dans les rues et les bâtiments. Des murs entiers sont recréés, les interphones cachés et la pierre reconstituée. Ici, on est par exemple sur des feuilles de contreplaqué qui ont été ensuite patinées. Tout va bien, on est dans les temps. Il y a un travail de décoration, comme sur tous les films historiques, qui est volumineux. Donc ça ne chôme pas, comme on dit. Nos décorateurs sont tous d'attaque ici sur Troyes pour avancer et puis faire en sorte que de toute façon, quand la caméra arrive, le réalisateur arrive et les comédiens seront là, on tournera. On n'a pas le droit d'être en retard. La Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière est l'un des 3 principaux lieux de tournage dans le bouchon de Troyes. La cour sera investie de calèches et d'animaux de la ferme. Certaines pièces intérieures ont été modulées pour accueillir les équipes. J'ai démonté 2 vitrines complètes qui se situent au premier étage, donc enlever tous les outils de collection qui sont dedans. Après, déplacer en fait les vitrines en question, donc ces gros blocs de verre, et ensuite démonter tout l'aspect scénographique qu'il y a sur les murs, parce que dans le cadre d'harmonisation des lumières, nous avions occulté avec des grands panneaux noirs les fenêtres, et donc là, bien évidemment, ils ont besoin de lumière naturelle. Une centaine de figurants au bois vont participer au film. Le tournage aura lieu entre le 15 et le 23 mars. Une équipe de plus de 200 personnes est attendue à Troyes. Sur un tournage comme celui-ci, on est sur pas loin de 2300 nuitées. C'est donc quand même important. Impact évidemment très bénéfique pour nos restaurateurs, nos hôteliers, tous les types d'hébergements, bien sûr. Sur l'ensemble des tournages qu'on porte aujourd'hui, on n'en est plus au premier. Et donc on a des retombées économiques sur 2 ans et demi, qui peuvent être entre 600 000 et 1 million d'euros sur l'ensemble de toute l'activité troyenne. De Troyes-Champagne-Métropole, mais aussi du département. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, le tournage ne sera pas accessible au public. La Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière rouvrira ses portes le 1er avril. À l'approche de la journée mondiale du recyclage, ce vendredi 18 mars, on peut déjà le dire, les Vosgiens sont exemplaires. Chaque habitant en 2020 a trié 88 kg d'emballage et de papier, beaucoup plus que la moyenne nationale, 70 kg. Des sacs et poubelles jaunes dont le contenu, avec désormais tous les emballages plastiques, arrive au centre de recyclage Citraval à Chavelot. Le syndicat vosgien Evodia, acteur de la valorisation des déchets ménagers, en est un des principaux clients, mais pas seulement. On reçoit une vingtaine de milliers
tonnes d'Evodia et le reste venant de toutes les régions de France. On y traite environ 65 000 tonnes et c'est probablement le plus gros centre de tri en France actuellement. Cette usine est gigantesque et c'est un modèle pour Citeo. Ses représentants étaient venus des 4 coins de l'Hexagone en visite ce mercredi. Citeo, c'est l'entreprise agréée par l'État pour accompagner les collectivités et opérateurs et définir avec eux des solutions de recyclage. Dans ce centre vosgien, ils avaient de quoi rêver devant les lignes de tri optique ou le criblage balistique qui sépare finement toutes les matières. D'un point de vue technique, ce site est très intéressant parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. D'accepter des collectes qu'on appelle multimatériaux, donc ça veut dire avec des emballages en mélange, uniquement des emballages qui sont en plastique puisqu'ils ont une ligne dédiée sur les plastiques et ils peuvent gérer aussi des flux qui ne sont uniquement que papier. Le centre de Chavelot est encore amené à se robotiser, mais les petites mains resteront indispensables. Ça c'est le tapis du papier, donc on doit enlever le carton, le refus, les bouteilles. Les sacs. Donc aujourd'hui, ils ne séparent plus les matières, ils font ce qu'on appelle du surtri, donc ils vont garantir la qualité des matières pour envoyer aux recycleurs. Les Vosges sont donc exemplaires, mais ici comme ailleurs, il faudra faire mieux car la loi anti-gaspi de 2020 s'est fixé des objectifs dont celui de sortir du plastique jetable. Ce fléau pour l'environnement, des emballages complexes demandent un traitement chimique, les bioplastiques sont aussi une voie d'avenir car rien ne se perd, tout doit se transformer. Et cela va se concrétiser bientôt, notamment dans le Grand Est. Carbios, qui est une entreprise française, une start-up qui va s'installer à Lons-la-Ville. Donc eux vont travailler sur un recyclage chimique dit enzymatique. D'autres projets sont en cours. Une grande usine qui a été annoncée par le président Macron dans le cadre du plan Choose France, qui s'appelle Eastman, qui est un américain, qui doit investir 850 millions d'euros en France pour créer une solution de recyclage chimique. La loi anti-gaspi entend d'ici 2025 recycler en France 100% des plastiques. Pour l'heure, on n'arrive qu'à 28%, bien loin des taux affichés par le verre, 85% et 64% pour le papier carton.